Donc bonjour à tous, je suis Marc Gardette, donc directeur de la stratégie cloud Microsoft France. Bienvenue dans cette session plus agile de la transformation numérique, le cloud et ses différents types, public, privé, hybride. Donc pour aborder cette session, nous avons choisi un format, comme le sujet assez riche et vaste, un format plutôt orienté table ronde, avec le témoignage de 3 experts représentant différentes facettes de cette question, puisque nous avons le plaisir d'accueillir dans quelques instants, j'espère, Pierrick Pétain, qui est le CIO de Compass, qui partagera avec nous son expérience de transformation de son système d'information vers le cloud. Vous verrez que son expérience est assez intéressante. Également Guillaume Rochette, directeur d'agence infrastructure et cloud service chez Econocom Osiatis, qui accompagne au quotidien nos clients et nos partenaires dans leur transformation vers le cloud, aussi bien sur le plan technique que stratégique. Et Julien Le Sécher, qui est directeur de la ligne de produits Azure. Donc bienvenue Pierrick, donc je t'ai déjà présenté, et peut-être pour faire un petit tour de chauffe, je vais demander, pour laisser le temps à Pierrick de souffler, peut-être en commençant par Guillaume, de présenter plus en détail ta mission et la société que tu représentes, à savoir Econocom Osiatis. Tout à fait, merci Marc. Donc je suis effectivement Guillaume Rochette, je suis directeur de l'agence Cloud and Infrastructure Services chez Econocom Osiatis. Econocom Osiatis, pour l'agence que je représente, est spécialisée dans l'intégration de cloud privé, hybride et public. Et on opère aujourd'hui plusieurs gros projets de cloud privé dont on vient vous faire un peu un retour d'expérience et expliquer la manière dont l'hybridation et le cloud public viennent compléter finalement des offres de cloud privé déjà extrêmement abouties. On peut évoquer autour du cloud privé tel que nous on le perçoit et tel que nous on l'intègre chez nos clients, c'est que Microsoft a su développer 3 types d'offres qu'on peut expliquer. On va avoir la partie DCS qui s'appelle maintenant Modern Data Center. Peut-être on va terminer le tour de table, je ferai une petite introduction et on plongera dans le sujet justement au cœur du sujet et laisser peut-être Pierrick se présenter plus en détail. J'ai affiché les quelques chiffres clés de la société qui qualifie Compass. Merci. Pierrick. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Compass, donc le métier de Compass, ça consiste à collecter de l'information sur les entreprises dans 70 pays dans le monde. Donc on gère une base de données de près de 10 millions d'entreprises et 14 millions de contacts qualifiés. Et nous vendons ces données sous forme de services à nos clients pour aider les acheteurs, les directions marketing et les directions commerciales, soit à trouver leurs clients, soit à trouver leurs fournisseurs. Et nous avons migré sur le Cloud Azure à l'occasion de la transformation de notre offre et de la transformation de la société vers une offre digitale complète en 2013. Voilà, donc on aura l'occasion de revenir en détail sur le partage d'expérience, sur sa transformation. Alors je vais revenir sur le thème même de cette session. Marc, je me permets, je me présente très rapidement. Ah, mais je pensais que tout le monde te connaissait, excuse-moi Julien. Donc Julien Le Sécher, bonjour à toutes et à tous. Je suis en charge de l'offre Windows Azure chez Microsoft France. On va pouvoir en parler, je pense, pas mal aujourd'hui. J'espère que pendant les Tech Days, vous avez aussi pu découvrir un peu mieux notre offre de cloud public. Dans tous les cas, on sera là aussi pour répondre à vos questions. Absolument. Donc l'idée, c'est un format très interactif. On essaiera de garder du temps à la fin pour que vous puissiez poser toutes les questions en fonction, encore une fois, des différentes facettes. Vous avez l'expérience d'un client, d'un partenaire, l'offre, la plateforme Microsoft. Essayer de couvrir toutes les facettes. Donc plus agile dans la transition numérique. Pour ceux qui étaient là hier, qui ont assisté au keynote de Nicolas Petit, vous avez compris que c'était même le Digital is Business. C'est le thème clé des Tech Days. Ça signifie tout simplement que toute entreprise est non seulement concernée par la transformation numérique, mais quasiment toute entreprise devient une entreprise de services numériques. Et ça, c'est pas nouveau. Je vous rappelle un article de Forbes qui, déjà en novembre 2011, déjà plus de 2 ans, titrait « Toute entreprise devient une entreprise de logiciels ». Bernard Organlian, encore ce matin, il m'a rappelé on va foutre du software partout, comme dira Henri Sédou, pour ceux qui assistaient au keynote. Le logiciel dévore le monde. Bref, vous avez tout un tas de métaphores qui expliquent cette transition numérique. Et c'est pas sans poser quelques questions, quelques soucis, quelques risques de voir se créer finalement un gap entre le besoin d'accélération des métiers et la capacité finalement de l'informatique à répondre ou à même anticiper ces demandes. Il y avait d'ailleurs, je crois que c'était fin décembre, j'ai plus la date exacte en tête, mais un article dans 01 Business qui relayait une enquête du Gartner auprès de 2300 dirigeants
CIO, DSI, sur leur inquiétude dans leur capacité même, plus de 40% doutaient de leur capacité à pouvoir accompagner cette accélération demandée par les métiers. Alors en France, c'est encore pire, les Français étaient encore plus pessimistes, c'était je crois 52% si j'ai bonne mémoire, chiffre que relié Zero un business. Et dans la même publication, il y a un article sur La Redoute qui disait miser tout sur la transformation digitale pour accélérer sa compétitivité. Donc, avait loupé un petit peu quelque part face à Amazon le train numérique, donc comptait rattraper son retard en misant tout sur la transformation numérique. Donc ça, c'est très intéressant, hein, c'est ce que Nicolas Petit appelait, alors il a francisé son discours, ils appelaient ça le fast versus le smart. Hier, il a parlé de rapide versus bien, à savoir que les directions métiers veulent effectivement aller vite, lancer rapidement des innovations dans le domaine des réseaux sociaux d'entreprise, du marketing digital, de la mobilité, des objets connectés, enfin le big data, l'analytique. Bref, c'est pas les sujets stratégiques qui manquent aujourd'hui. Effectivement, l'IT va devoir répondre à ces demandes, mais tout en assurant le smart, c'est-à-dire le bien, en assurant la gestion des risques, la cohérence, la transition avec l'existant, la maîtrise des budgets. Voilà, donc c'est ce compromis qu'il faut trouver. On ne va pas faire du quick and dirty, mais on va essayer de faire les choses, comme le rappelait Nicolas Petit hier, à la fois, tant que faire se peut, vite et bien. Et donc ça va demander également une certaine transformation de la manière de délivrer ces services IT, donc se mettre au service des métiers, où finalement les services informatiques vont s'éloigner un peu, commencer à s'éloigner un petit peu du comment, en commençant à se poser des questions du pourquoi, du pour qui, pour quels usages, finalement en devenant en quelque sorte un fournisseur de services internes, avec la capacité d'aller chercher ces innovations de plus en plus à l'extérieur, vers ce qu'on va largement revenir en détail sur ces concepts-là, cloud public, cloud privé, mais vers des innovations qui pourraient être produites à l'extérieur de l'entreprise, à savoir par des clouds publics par exemple. Donc on partagera un certain nombre d'expériences. Donc c'est vraiment le thème de ce débat, hein, comment le cloud, dans ses différents types, hybride, public, privé, on va revenir sur la définition, vont pouvoir accompagner finalement la compétitivité, la transformation numérique des entreprises. Voilà, c'est vraiment le centre de cette table ronde. Et donc tout de suite, je vais demander peut-être à Guillaume justement qui accompagne au quotidien nos clients, voire même nos partenaires, puisque partenaires aussi se transforment dans leur capacité à délivrer les projets plutôt sous forme de services cloud, de cloud broker, on va lâcher des gros mots. Donc voilà, j'aimerais que pour introduire plus en détail ce débat, tu partages avec nous ton expérience et tes perspectives sur ce sujet-là. Tout à fait, merci. Alors, on disait que les DSI avaient une réticence à partir vers le cloud privé. Pour autant, ça fait quand même 2 ans que le cloud est une priorité forte des DSI. On observe quand même sur l'année 2013 que 76% des entreprises ont eu un projet de cloud privé, public, hybride. En tout cas, c'est une vraie réalité de nos métiers, tout simplement pour répondre à une pression business et une pression métier interne. Les DSI sont contraints, obligés, mais aussi apprécient, je dirais, la capacité à obtenir une nouvelle image en interne en intégrant ces nouveaux modèles de systèmes d'information. Aujourd'hui, pour la partie, je dirais, cloud privé, on peut observer effectivement qu'il y a une maturité des offres, il y a une maturité, une rapidité d'implémentation. On se retrouve avec, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, 3 modèles de cloud privé qui permettent soit d'avoir une implémentation extrêmement fine dans le système d'information, avec des choses très dentelles fines en termes de cloud privé, des choses qui vont être un petit peu plus quick install, mais qui permettent de délivrer rapidement une expérience utilisateur très similaire à Windows Azure. Donc on se rend compte qu'il y a différentes offres très intéressantes en termes de cloud privé. Et le cloud privé a ses limites, bien sûr, et ne répond pas à l'ensemble des problématiques qui sont adressées au DSI aujourd'hui. Et le cloud public a quand même une innovation extrêmement importante. Des budgets colossaux sont investis chaque année sur Azure pour délivrer de nouveaux services, pour enrichir les catalogues de services qui sont presque intenables en interne. C'est-à-dire qu'il est extrêmement compliqué de proposer à ces métiers la même offre en cloud privé que ce que vous pouvez avoir en cloud public. Donc on se retrouve avec des complémentarités vraiment très intéressantes et une capacité d'intégrer, je dirais, le débordement du système d'information interne pour des besoins spécifiques sur du cloud public. On a vu l'apparition notamment, alors outre les grands succès, Office 365, etc., Azure, les scénarios qu'on connaît classiquement sur la partie dev, test ou autre. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le cloud privé s'inspire du cloud public.
on se rend compte avec la dernière offre Windows Azure Pack qu'on va donner à nos utilisateurs internes la même expérience qu'ils retrouvent sur Windows Azure. Et finalement, au début, ce qu'on souhaitait, c'était implémenter dans le cloud public les modèles de VM qu'on avait dans le cloud privé. Et aujourd'hui, on a la capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire de récupérer toute cette dynamique et ce catalogue de services extrêmement riche du cloud public pour l'intégrer dans le cloud privé. Donc ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment une barrière qui est en train de s'amenuire. Je retiens de première intervention deux choses essentielles. C'est effectivement qu'il n'y a pas un choix unique, comme on dit, l'image des chaussures hier, c'était... Il n'y a pas une taille de chaussure pour tout le monde, qu'on a des besoins qui vont être naturellement adressés par le cloud public, des besoins qui vont être naturellement... On reviendra sur les critères, peut-être plus finement tout à l'heure sur les critères de choix. Là, on pose les termes du débat. Peut-être juste, je fais une petite parenthèse, parce qu'on est parti presque de la supposition que tout le monde connaissait une définition basique de ce qu'on est rentré dans le vif du sujet, un cloud public, cloud privé. La définition la plus simple possible, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est plutôt le NSIT, c'est-à-dire de dire un cloud public, c'est un cloud qui est mutualisé au service de plusieurs entreprises, de plusieurs clients, alors qu'un cloud privé, comme son nom l'indique, est à usage unique. Alors que le cloud privé pouvant être, et c'est là souvent qu'on fait la confusion, délivré chez un client, in situ dans vos data centers, ou pouvant être un cloud privé managé, hébergé chez un de vos partenaires. Donc ça reste du cloud privé dans la mesure où l'infrastructure qu'on a mis en place est à usage unique d'un client. Après, si on veut rentrer plus finement dans le modèle, vous avez une notion de modèle communautaire. Et on parle d'hybride, c'est tout simplement le fait que dès qu'on mélange un composant du cloud public et un composant du cloud privé. La définition n'est pas plus compliquée que ça. C'est pour ça qu'on n'a pas prévu d'y passer beaucoup de temps. Mais au cas où certains d'entre vous se posaient la question, on parle déjà de cloud public, cloud privé, mais c'est quoi la différence? Simplement usage unique, usage mutualisé et usage hybride quand on mélange deux types de cloud. Alors peut-être je vais demander, donc le point, tu as cité deux choses, c'est-à-dire que la capacité finalement à être capable d'adresser plusieurs types de besoins servis par du cloud public, servis par du cloud privé, et la cross-pollinisation, c'est-à-dire l'innovation qui peut venir partir du cloud privé aller vers le cloud public et vice-versa. Et je vais peut-être demander aussi à Julien, justement par rapport à cette question finalement cloud public, cloud privé, quelle est la stratégie de Microsoft? Je pense qu'on entend un terme qui est un terme très marketing de CloudOS, mais qu'est-ce que représente sur ce sujet-là, comment Microsoft positionne sa stratégie, sa plateforme par rapport à ces enjeux de diversification finalement des différents types de cloud? Alors, je vais tout de suite vous rassurer, effectivement, CloudOS, c'est pas un nouvel OS. C'est un terme, effectivement, marketing pour démontrer notre approche d'hybridation. Certains acteurs sont born in the cloud et ne connaissent que le cloud et imposent le cloud parce qu'ils connaissent que ça. D'autres acteurs sont software born et eux, en général, s'y cantonnent. Nous, on a investi depuis 1989 fortement dans les data centers, dans une logique cloud. On a investi à peu près 15 milliards de dollars depuis cette période. À l'heure actuelle, un data center au Azure, ça représente un investissement d'environ 1,5 milliard de dollars. Et on en a maintenant 15 répartis dans le monde. Notre objectif, c'est pas de vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour votre entreprise, parce que c'est vous qui allez le définir. Au final, vous allez en général constituer une matrice entre vos problématiques techniques, vos problématiques financières, vos problématiques culturelles et réglementaires. Sachant que le culturel est parfois aussi extrêmement important. Et en fonction de ça, vous allez choisir de mettre tel type de workload, tel type d'application, tel type de données, tel type de machine virtuelle vers un cloud public ou un cloud privé. Notre approche étant qu'avec CloudOS, on va effectivement, tu utilisais le mot polliniser, c'est intéressant parce que c'est d'abord effectivement le monde du software qui a influencé évidemment nos développements autour de nos offres cloud. Et maintenant, c'est notre offre cloud qui influence grandement en fait nos offres on-premise. Et quand on regarde les équipes de développement à l'heure actuelle, j'ai tendance à dire que Windows Azure mange Microsoft. En fait, si on regarde les équipes High Performance Computing, elles ont rejoint maintenant les équipes Engineering Windows Azure. Si vous reprenez les équipes Bespoke, donc pour toute la partie EAI, intégration, elles ont rejoint les équipes Windows Azure. Et à présent, les équipes Windows Server, SQL Server, s'occupent des deux produits. C'est-à-dire que c'est vraiment des noyaux identiques. Quand vous regardez SQL Database, qui est l'offre de base de données as a service de Windows Azure, c'est exactement le même noyau que SQL Server. Et effectivement, cette pollinisation permet de créer des ponts entre les deux. Pour vous permettre, une chose que je combats vraiment férocement, qui est le lock-in. Aucun acteur ne doit vous locker. Gardez-le bien à l'esprit.
Parce qu'effectivement, dans le cloud, c'est un pari important. Et notre objectif, c'est de vous fournir des ponts et des passerelles plutôt, pour vous permettre, évidemment d'un point de vue de la donnée, mais également du point de vue de développement et du point de vue purement IT, de passer d'un cloud à un autre, parce que demain, les 4 facteurs que j'ai indiqués sur la partie technique, sur la partie culturelle, sur la partie financière, sur la partie réglementaire, évolueront. Moi, je ne peux pas prédire les lois que le gouvernement passera ou l'Europe passera dans X années. Donc, vraiment, prémunissez-vous de ça. Et les 4 ponts, en fait, qu'on définit autour du Cloud OS sont l'identité. Et c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux, l'identité. Pouvoir garantir, en fait, le même accès à vos utilisateurs, que les données soient chez vous ou dans le cloud, sans en renforcer la complexité. Vous, en tant que responsable informatique, vous voyez forcément l'émergence de cloud voyous chez vous. J'appelle ça voyous, c'est un peu méchant, mais des Dropbox poussés, des SkyDrive poussés, par-ci par-là, des solutions SaaS que le directeur financier paye avec sa carte bleue, etc. Mais vous devez gérer tout ça. Vous devez gérer la sécurité, et je sais que c'est pas facile. Donc l'identité est extrêmement importante. L'administration est également clé. La virtualisation, pour pouvoir repasser une machine virtuelle d'un monde à un autre, est clé. Et là aussi, on a avec Hyper-V la capacité de pouvoir vous fournir ça sans avoir à, on va dire, transformer la machine virtuelle. Et puis, évidemment, la partie réseau, qui est extrêmement clé. Hier, on a fait une annonce extrêmement importante avec OBS, qui va permettre en fait de créer un lien direct entre vos data centers et les data centers Azure, pour vous permettre de ne plus avoir à passer par Internet, ce qui, au-delà des aspects purement de sécurité, vous garantira, on va dire, un SLA de bout en bout, et une garantie de service et de performance de bout en bout entre nos data centers et vos data centers. Donc ça, c'est vraiment au cœur de la vision CloudOS, c'est d'offrir des ponts logiciels, mais également, je serais tenté de dire, culturels, entre les deux plateformes. J'allais dire, cette cohérence de la plateforme permet de réconcilier ce que j'appelais en introduction le vite et le bien, finalement. Garder une certaine cohérence et de pouvoir avoir un choix d'évoluer à son rythme vers le cloud, dans un sens, dans l'autre, de pouvoir commencer dans le cloud, rapatrier chez vous, faire du test. Donc c'est vraiment ça qui est au cœur de CloudOS. Encore une fois, ce n'est pas un logiciel, c'est vraiment une vision, une stratégie, une façon de positionner nos développements pour vous offrir ce choix, cette réversibilité, cette interopérabilité grâce à la cohérence de l'ensemble. Avec une ouverture, on a beaucoup insisté aussi hier dans les keynotes, pour ceux qui étaient là, sur la notion d'interopérabilité. J'ai pas prononcé le mot Windows. Voilà, c'est vraiment absolument essentiel. Alors justement, comme on va quand même parler, avant de venir tout à l'heure au cœur du témoignage de Pierrick, on va aussi beaucoup parler d'Azure, puisque ça a été une des pièces maîtresses dans la stratégie de Compass. Est-ce que tu pourrais, toujours toi Julien, expliquer très rapidement, parce qu'on pose souvent la question, Azure, on fait beaucoup de présentations techniques, il y a 50 sessions sur Azure, mais quel serait l'élévateur speech finalement en 3 minutes pour quelqu'un qui ne connaît pas Azure, comment tu positionnes Azure et en quoi et pourquoi est-ce si important dans la stratégie de Microsoft? Tu dis Azure dévore Microsoft. Alors pourquoi? Ok, challenge accepté. Effectivement, Azure, pour ceux qui ont regardé un peu l'histoire de Microsoft ou même l'histoire d'informatique, est né directement en fait, dans le projet Bing. Moi, j'aime bien raconter un peu la genèse du truc, mais en gros, lorsqu'on a voulu créer Bing, on s'est dit que ça allait prendre du temps avant de passer devant Google. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse une plateforme qui soit le plus agile possible, parce qu'effectivement, on allait avoir des montées en charge assez conséquentes, et également le moins cher possible. Donc on a commencé à créer, on va dire, un cerveau au niveau des data centers. Donc plutôt que considérer un OS pour un PC ou pour un serveur, c'est de considérer un OS pour un data center. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir derrière le fabric controller au sein de Windows Azure. Et nous, lorsqu'on voit un conteneur chez nous qui contient 2000, 3000 serveurs physiques, en fait, il le considère comme une seule machine. Et Ray Ozzie est arrivé, donc un grand de l'informatique, pour ceux qui connaissent. Il a tout de suite pris ce projet à cœur. Et effectivement, on est arrivé d'abord dans une logique de plateforme as a service, donc à destination des développeurs, .NET, Java, Ruby, Python, Node.js, donc vraiment multi-langage, et pour que les développeurs puissent développer, déployer leurs applications et que l'application après vive sa vie, et globalement le patching de l'OS, la gestion de l'OS, la montée en charge de l'OS soit administrée directement par ce fameux cerveau du data center. Et puis on a effectivement augmenté notre offre avec de l'infrastructure as a service, qui est maintenant en disponibilité générale depuis plusieurs mois, qui permet en fait de créer directement des machines virtuelles Windows ou Linux, donc dans nos data centers. Donc on a des accords avec SUSE, OpenSUSE, Ubuntu, CentOS. Et en gros, vous pouvez déployer ce que vous voulez. Et là, par contre, sans avoir à vous conformer au modèle de programmation du platform as a service,
qui certes bénéficie de nombreux avantages, mais impose un modèle de programmation bien particulier, notamment en termes d'isolation du stockage, bref, un certain nombre de choses, de manière à minimiser la dépendance entre les machines, l'OS et le code. Donc en gros, Windows Azure, à l'heure actuelle, c'est 15 data centers répartis dans le monde. Vous avez 4 aux US, 2 en Europe, 2 en Chine. On est le seul acteur à l'heure actuelle avec du cloud public en Chine. 2 en Asie, 2 au Japon, 2 en Australie et 1 au Brésil qui va arriver. Et en gros, à chaque fois, on marche par paire de manière à vous offrir la géoredondance sur une plaque bien donnée qui permette de respecter évidemment les contraintes réglementaires afférentes aux législations notamment européennes. Donc vous allez choisir le lieu de déploiement de votre application. Vous allez choisir le lieu de déploiement et d'hosting de vos données, de vos machines virtuelles. Ce qui est très important et nos principes clés, c'est vraiment le premier point, c'est l'ouverture. Tu l'as dit, ça ne va pas de soi chez Microsoft, même si on s'améliore, mais ça ne va pas encore de soi. Mais globalement, Azure, ce n'est pas fait pour les développeurs Windows, ce n'est pas fait pour les développeurs .NET, même si je les adore, mais c'est fait pour tous les développeurs, pour tous les informaticiens. Donc on est vraiment dans cette logique d'ouverture. Et les partenariats qu'on a avec Hortonworks sur Hadoop, les partenariats qu'on a avec la communauté Drupal, sur Drupal Commerce, et ainsi de suite, vont vraiment dans ce sens. Et croyez-moi, c'est pas prêt de s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce hier avec Oracle. Vous allez carrément pouvoir prendre des machines virtuelles Oracle dans Windows Azure. Et, je veux dire, à la base, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Hein. Enfin, c'est pas forcément à se cacher de le dire. Donc derrière, on est vraiment dans cette logique d'ouverture. Le deuxième point, c'est effectivement la scalabilité et cette notion de masse. À l'heure actuelle, on a à peu près 1 million de serveurs physiques et on double nos capacités de compute, d'exécution de machines, de stockage tous les 6 mois. Donc forcément, on a de la ressource et c'est vrai que là, on a notamment, je ne sais pas si vous êtes fan de sport, mais si vous suivez forcément l'actu de Sochi, mais par exemple, toute l'infrastructure de Sochi en fait, est gérée maintenant dans Windows Azure. Toute la partie site web, toute la partie media streaming est gérée directement dans Azure, ce qui forcément, on a certains défis, on doit y répondre par ces investissements. Et enfin, troisième point, c'est tout ce qui va être la logique économique. On parle beaucoup de cloud economics, mais dans Windows Azure, vous payez en fait les ressources à la minute. Votre machine virtuelle, vous la payez à la minute. Vous arrêtez à 42, à minuit 42, vous payez réellement 42 minutes. On paye au giga de stockage. Et évidemment, on se lance dans une guerre des prix intéressante en tout cas pour vous dans cette salle, qui vous permet effectivement de bénéficier du meilleur des tarifs. On arrive à des coûts au giga de moins de 5 cents par mois, et croyez-moi, ça c'est pas encore fini de baisser. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc c'est une formidable boîte à outils flexible. Exactement. Qui couvre à la fois l'infrastructure, plateforme et qui permet ce que j'ai pas précisé, c'est qu'effectivement derrière Azure, une fois qu'on a dit le plateforme de service, l'infrastructure de service, c'est surtout que vous avez plus d'une vingtaine de services différents qui vont s'organiser autour d'outils pour les professionnels de l'infrastructure, donc, pour faire du VPN as a service, pour faire de la machine virtuelle, pour faire de l'identité as a service, mais également des outils pour gérer la donnée, avec du SQL database, la donnée aussi non structurée avec des modèles NoSQL ou alors même de la Hadoop, et puis toute une logique pour les développeurs avec du plateforme as a service, du mobile back-end as a service, du média as a service, bref, une boîte à outils pour l'ensemble de la direction informatique. Pourquoi je te pose la question, j'ai employé peut-être un terme volontairement imagé de boîte à outils, c'est parce qu'on a souvent l'impression qu'Azure c'est tout ou rien, c'est-à-dire qu'on met sa VM sur sa information dans le cloud, mais c'est aussi, on verra tout à l'heure sur les scénarios de granularité justement de cloud hybride, que ça sert aussi à augmenter un système d'information qui est on-premise. J'ai un partenaire l'autre jour qui utilise uniquement la partie CDN d'Azure, le Content Delivery Network, et ces sites web sont hébergés, gérés, managés dans son data center. C'est un hébergeur français. Il n'utilise il n'est intéressé que par la partie CDN. Pourquoi ? Parce que ça lui permet d'être présent dans le monde entier. Je prends un autre exemple. Vous avez votre système d'information, vous n'avez pas l'intention pour X raison et dans le cloud public. Néanmoins, vous voulez vous assurer du management des SLA de vos sites web. Donc vous pouvez simplement utiliser Azure pour aller mettre des agents dans le monde entier qui vont venir stresser, pinguer, finalement jouer le rôle de l'utilisateur pour que vous puissiez mettre à jour des tableaux de bord, par exemple. On avait, pour ceux qui étaient là au keynote hier d'infrastructure, une démonstration de Recovery Manager qui est finalement juste un service Azure qui pilote un plan de PRA entre deux data centers qui sont on-premise. Donc il y a beaucoup de services comme ça qui viennent justement augmenter, complémenter votre système d'information ou, comme on le verra tout à l'heure avec Pierre, ça peut être basculé toute ou partie de votre système d'information. Donc c'est vraiment une boîte à outils très
granulaire, très modulaire, qui va s'adapter finalement à vos besoins. Avant de descendre sur le témoignage, peut-être le regard pour commenter ce que vient de dire Julien, justement le regard sur cette stratégie CloudOS, sur cette boîte à outils, sur cette capacité à offrir des plateformes à la fois dans nos clouds publics et chez nos clients, nos partenaires. Quelle est ta perspective justement sur cette proposition de valeur finalement? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'intégrateur, on n'est plus en train de choisir une technologie pour ce qu'elle peut apporter, mais on choisit une typologie, puisqu'aujourd'hui les technologies sont mises à disposition et dans le public et dans le privé. On discutait tout à l'heure d'Office 365, du catalogue de services d'Azure qui est absolument phénoménal, avec des roadmaps qui sont extrêmement complexes à suivre. Même nous, en tant qu'intégrateurs, ça va très vite, ça va sur absolument tous les domaines. Donc on se rend bien compte qu'il y a une couverture fonctionnelle qui est colossale. Et en fait, on peut maintenant choisir ce qu'on veut implémenter chez soi, à l'extérieur, avec des modèles de financement, comme le disait Julien, à l'usage, qui permettent vraiment d'optimiser du ROI. On est également sur, bien sûr, des coûts de stockage qui deviennent complètement hallucinants. Quand on pense que le stockage coûte en interne dans vos data centers, une fois qu'ils sont stockés, sauvegardés, archivés de manière mensuelle, hebdomadaire et autres, on se rend compte qu'avec les SLA garantis par Azure, le stockage est un des scénarios les plus révolutionnaires en termes de ROI. Celui qu'on peut démontrer effectivement des ROI très rapides. Exactement. Ce qu'on perçoit également, c'est que tout comme le cloud privé devient plus solution, c'est-à-dire on ne s'arrête plus au IaaS, eh bien on a une multitude de modèles de VM maintenant disponibles sur Azure qui embarquent, comme le disait Julien, Oracle ou SQL ou l'applicatif complet. Et on se retrouve vraiment non plus dans des problématiques d'architecture et d'infrastructure, mais plutôt des problématiques de solutions. En tout cas, on apporte des solutions à nos métiers de manière beaucoup plus pertinente. D'accord, merci. Maintenant qu'on a planté le décor, un peu les termes du débat, on a quand même présenté ce qu'était Azure. Je me tournais vers Pierrick justement pour voir comment, en tant que CIO, vous avez abordé ces questions-là et avec quels enjeux business et quelles questions orientées solutions vous êtes posées. Alors tout à l'heure, tu as parlé de la problématique de la capacité des DSI à répondre aux besoins de l'entreprise. Donc c'était un des premiers points de départ, on en a eu 3. Ce point de départ étant important pour moi, puisque c'est ce qui a provoqué la révocation de mon prédécesseur et mon arrivée chez Compass. Parce que Compass avait une informatique qui était le fruit d'une dizaine d'années d'accumulation de couches logicielles et qui ne permettait plus à l'entreprise de répondre aux besoins d'innovation des métiers. Vous avez fait de l'archéologie? Beaucoup, oui. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point, ça a été le fait que nous étions hébergés chez notre actionnaire et qu'il fallait que Compass recouvre son indépendance en termes d'infrastructure. Et donc, il fallait trouver une nouvelle infrastructure pour les systèmes de Compass. Et le troisième point, ça a été le fait que Compass a décidé de changer de stratégie. Compass a été un des pionniers sur le domaine des services digitaux, puisque dès 2000, les annuaires Compass sont passés du papier au web. Maintenant, l'entreprise a décidé de se lancer de façon beaucoup plus décidée dans l'offre de services en ligne. Et donc, il fallait refondre l'ensemble des outils que l'on propose à nos clients. Donc, nous avons étudié la question de migrer dans un data center qui nous hébergerait. Donc, plutôt logique cloud privé. Plutôt logique cloud privé. Et nous avons rapidement abandonné cette idée parce que nous n'avions pas les compétences internes pour faire de l'administration d'infrastructure. Et que le coût, l'investissement en termes de coûts, mais aussi en termes de délai pour mettre en place cette infrastructure n'était pas compatible avec les délais de rénovation de l'entreprise que nous nous étions fixés, puisque nous avions un objectif de rénover et de produire l'ensemble des services en moins d'1 an, avec des budgets très serrés. Donc nous nous sommes tournés tout de suite vers le cloud public. À l'époque, c'était fin 2012, donc Microsoft et Amazon. Et nous avons choisi Azure pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a un support en France et que se lancer dans le cloud pour migrer l'ensemble de son système d'information, c'est quand même pas une aventure très simple. Donc il vaut mieux avoir des partenaires compétents et le support de la plateforme.
La deuxième raison, c'est qu'on avait une première expérience très réussie avec Office 365, dont nous étions très contents. La troisième raison, c'était les coûts, parce que plutôt la partie budgétaire, parce qu'il nous est apparu que la façon dont les offres sont tarifées sur Azure sont plus faciles pour un DSI lorsqu'il veut construire un budget avec une application qu'il ne connaît pas. Parce que lorsqu'on vous facture le débit sur les bus, etc., et que vous ne connaissez pas l'application que vous allez mettre en production, c'est difficile de savoir combien ça va coûter. Et la troisième, c'est l'ensemble des services qui étaient offerts et la visibilité qu'on nous a donnée sur la roadmap, puisqu'il y avait une petite prise de risque de notre part, puisque c'était fin 2012, et que, chose que je n'ai pas encore dite, tous les logiciels de Compass sont en Java et fonctionnent sur des plateformes Linux. Donc, fin 2012, on savait que Microsoft allait lancer les offres qui nous permettraient de fonctionner, mais on a eu donc une bonne visibilité, un bon accompagnement de Microsoft pour passer sur Azure. Il y a un slide qui explique quand même que c'est pas juste un petit site web qui a été migré, mais c'est bien le corps des systèmes d'information, avec beaucoup d'intérêt. Enfin, je trouve ce qui est intéressant, c'est très représentatif de ce qu'on peut faire avec Azure, puisque, tu l'as dit, il y a ce côté interopérabilité avec le fait que l'application soit en Java, il y a des logiciels tiers qui ont été portés. Donc, j'aimerais que tu commentes un peu cette architecture, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes, de mélange de IaaS, de PaaS, et c'est assez représentatif de ce qu'on peut faire finalement avec Azure. Oui, alors on a migré 3 applications sur Azure. La première application, c'est l'application qui nous sert à constituer les bases de données. Donc c'est une application de saisie sur lesquelles des personnes qui appellent des entreprises saisissent l'information sur ces entreprises. Donc c'est l'application qui est en bleu foncé. Cette application, elle fonctionne avec une base, pour vous donner des éléments techniques, une base de données Progress, et elle est déployée sur CentOS, avec un frontal Java au-dessus de la base de données Progress. Je ne vous expliquerai pas pourquoi Progress, c'est historique. Parallèlement à ça, Compass offre 2 services. Un portail gratuit qui permet de consulter un annuaire d'entreprise, et puis une application en software as a service qui est destinée à des gens qui veulent faire du ciblage d'entreprise et puis qui veulent faire des analyses marketing. Donc on a porté ces 2 applications. Comme on s'oriente vers de la vente en ligne et du e-commerce, après avoir commencé à développer seul, on s'est finalement orienté vers le choix de la solution Ibris comme plateforme e-commerce. Donc on a déployé la solution Ibris sur Azure. On utilise aussi, donc là on l'utilise en PaaS parce qu'on utilise les plateformes PaaS, on utilise un moteur de recherche Sinequa qui est développé en .NET, qu'on a déployé. Et puis il y a toute la partie frontale du site web qui a été développée. Donc on a fait un mix entre des plateformes IaaS, des services PaaS, sachant que la consigne qui était donnée aux équipes d'architecture, c'était d'utiliser au maximum le PaaS, parce que je veux consacrer on a une petite équipe et je veux consacrer le moins d'efforts possible à tout ce qui est infrastructure, et je veux qu'on soit capable de se concentrer sur le développement des logiciels. Pierre, compte tenu de cette première vague, est-ce que tu envisages d'autres développements complémentaires dans le futur, d'autres innovations grâce à la plateforme cloud Alors, oui, pour nous le fait de passer sur Azure, ça a été une étape fondamentale. C'est ce qui nous a permis de réussir notre projet, puisqu'on se lançait dans un projet, donc on a transformé toute l'entreprise en mode agile, on se lançait dans un projet avec des spécifications inexistantes, qu'on a construites tout au long de l'année, des objectifs à la fois stratégiques et tactiques qui ont varié tout au long de l'année, et des outils, comme je vous l'ai dit, qui ont aussi varié au cours d'année, puisqu'on avait commencé à développer nous-mêmes notre plateforme, on est passé ensuite sur Ibris, et donc le fait d'être sur le cloud public et de pouvoir avoir des machines à la demande, de les enlever quand on n'en a plus besoin, d'utiliser des services, de ne plus les utiliser quand on n'en a plus besoin, ça nous a permis de tenir les délais et les budgets du projet. Donc aujourd'hui, moi je serais heureux si je pouvais me passer de la partie droite du slide, c'est-à-dire tout ce qui reste encore chez nous, c'est le CRM, la comptabilité et puis une partie de la base de données monde. Donc tout ce qui est agrégation de la base de données monde, ça a vocation à passer sur Azure. Et on est en train de développer
de la collecte d'informations comme tout le monde, à grande échelle sur le trafic qui se passe sur notre site web pour faire de l'analyse Big Data qui sera déployé dans Azure. D'accord. C'est reborn in the cloud. Tu vois. Il y a des acteurs qui sont Très born in the cloud. Enfin, chapeau, parce que réussir une transformation complète d'un système d'information en moins d'un an, qui était l'objectif, c'est emblématique de l'agilité, justement, ça fait partie du titre de cette session, de l'agilité dans la transformation numérique. Peut-être Guillaume, est-ce que tu peux partager d'autres expériences que vous menez nombreux projets chez nos clients qui viendraient compléter ou donner d'autres scénarios d'utilisation à la fois du cloud privé, du cloud public, voire du cloud hybride? Tout à fait. Ce sur quoi je voudrais effectivement insister, c'est qu'effectivement l'économie n'est pas faite que dans la partie cost du stockage ou de la VM. Il est vraiment dans la partie économie du coût de transformation, du coût projet, puisqu'il y a tous ces coûts d'infrastructure, donc matériel bien évidemment. Mais un des coûts importants du cloud privé, nous on le connaît pour notre propre expérience, c'est le maintien en condition opérationnelle du catalogue de services que vous mettez à disposition de vos utilisateurs. Le cloud privé est né par le IaaS en interne. Il s'avère que le IaaS a contenté énormément de monde, énormément de métiers, mais les gens ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont souhaité avoir une VM, mais avec un middleware à l'intérieur. Donc ça a demandé aux équipes qui simplement étaient en capacité, avant de mettre un catalogue de VM, simplement certains OS, de monter en gamme sur le middleware et les softwares qu'ils souhaitaient intégrer. Cette richesse a eu aussi un franc succès, ce qui fait que les métiers ont demandé de plus en plus de modèles de VM, de modèles de produits, entre guillemets, et le maintien en condition opérationnelle de l'ensemble de ce catalogue de services pour le tenir à jour, pour le tenir fonctionnel, le tester, le valider, c'est un coût de run qui, il faut admettre, est assez conséquent. La solution que nous avons... Oui, c'est pas parce qu'on virtualise qu'il ne faut pas manager. Exactement. Et le catalogue de services, entre guillemets, avec l'ensemble des nouveaux updates qu'on peut rencontrer extrêmement fréquemment, doit toujours être mis à jour. Un développeur veut toujours la dernière version et veut que dès qu'il clique, maintenant, ce soit prêt. Tout simplement, il souhaite avoir en interne la même expérience qu'il peut avoir sur Azure. Donc on est monté un petit peu en gamme sur le catalogue de services en interne chez Econocom Osiatis, et puis on a laissé la main, entre guillemets, en disant, voilà, on vous propose d'hybrider notre solution IaaS et d'ouvrir sur des portails globaux, entre guillemets, le catalogue de services Azure, et d'être en mesure de déployer sur Azure et d'interconnecter, en tout cas, les deux clouds, et d'être en capacité d'avoir des VM qui communiquent entre celle d'Azure et celle de notre cloud privé. Et pour nous, ça a été vraiment un relâchement de pression sur les équipes et une capacité à, entre guillemets, en interne, délivrer un catalogue de services dont on n'avait pas, entre guillemets, les moyens de fournir. Donc c'est un vrai complément, un vrai atout. Et Azure est vraiment, en ce sens-là, une solution à de multiples problématiques. Et c'est là qu'on voit que la cohérence de la plateforme est importante, parce que dans les différents scénarios, peut-être ce qu'on appelle les patterns d'usage du cloud hybride, il y a plein de scénarios. On pourrait passer le reste de la journée à rentrer dans le détail, mais on voit très bien des scénarios qui sont très populaires. C'est pour des projets très classiques du type SharePoint. On voit de plus en plus des plateformes de projets de dev and test, de recettes, d'intégration se faire dans Azure pour ne pas mobiliser des ressources inutiles. Et la production reste néanmoins encore dans vos data centers. Donc une fois, c'était le cas une des plus grosses références de ce use case, c'est Telenor, un gros opérateur telco nordique, qui a pendant 6 ou 9 mois, je ne me rappelle plus la durée du projet, mobilisé des VM finalement pour faire son projet de développement autour de SharePoint. Et une fois le projet finalisé, finalement rapatrier ces machines virtuelles, les mêmes virtual machines, puisqu'on est 100% compatible dans son data center pour le mettre en production. Et toute l'infrastructure qui a servi pendant les 9 mois du projet de dev and test a été complètement décommissionnée, évidemment, n'a pas mobilisé du CAPEX pendant la durée n'a mobilisé que des ressources OPEX pendant la durée du projet. Ce qui était assez intéressant dans le cas de Telenor, c'est que c'était vraiment dans le cadre d'une migration en fait, de version de SharePoint. Donc c'était vraiment pour faire du test de compatibilité applicative. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont encore du Windows Server 2003. Voilà. Ça peut être aussi une bonne idée pour pouvoir mobiliser un grand nombre de machines rapidement, faire des tests, vous les éteignez, vous ne payez plus. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans cette logique effectivement d'agilité économique. Tout à l'heure on parlait de time to market, tu le soulignais très justement. C'est pas forcément toujours dans une optique business, ça peut être aussi dans une optique purement IT, parce que vous avez cette responsabilité en termes de support, de sécurité auprès de vos utilisateurs. Donc on voit ce scénario-là autour des environnements de task dev. Le deuxième gros scénario qu'on voit, c'est quand même la partie stockage.
Ça, c'est clair et net. Tu le soulignais tout à l'heure. Mais, tu peux donner des ordres de grandeur un peu d'économie ou qu'on se rende compte un petit peu de alors ce que peut apporter effectivement, ça va varier des différents projets, mais si on regarde, nous, les retours qu'on a autour d'une technologie qu'on a rachetée qui s'appelle Store Simple. Donc Store Simple, c'est une appliance que vous installez sur site. Et en fait, ça va faire du tiering de data. Donc en fonction de l'usage de la donnée, ça va être plutôt sur du SSD, plutôt sur du disque traditionnel, ou directement dans Windows Azure. Et en plus, vous aurez un snapshot, évidemment, de l'intégralité des données de l'appliance dans Azure. Nous, on voit les cases qu'on a traités. Je parle de cas français. On est sur une économie de l'ordre de 50 à 70%. Donc, ce qui est quand même assez conséquent en termes de TCO. On est sur du 50 à 70%, tout simplement parce que le coût au giga est encore une fois extrêmement faible. Et l'appliance, on n'a pas vocation, hein, on est éditeur de logiciels, donc on est vraiment sur des offres très intéressantes à ce niveau-là. Après, on le voit sur d'autres acteurs qui font du stockage type plutôt archivage, où là, ils utilisent vraiment le blob storage de Windows Azure en tant que tel, pour pouvoir s'en servir comme d'un grenier, mais un grenier extensible, dont on rêve tous, pour chez soi aussi. Et en fait, ils stockent des centaines et des centaines de terras, et là aussi, on arrive quand même à des coûts extrêmement faibles. Donc là, on voit bien. Après, il y a évidemment une intégration parfois plus forte avec SQL Server, avec Windows Server, où là, il y a des automatisations vous permettant justement de faire des sauvegardes de vos images sans avoir à recréer, on va dire, un monstre logiciel, mais bel et bien en profitant même des add-ons directement intégrés aux dernières versions de Windows Server et SQL Server. Donc encore une fois, même si vous n'avez pas la volonté et l'ambition de basculer vraiment le cœur de votre système d'information comme l'a fait Compass, il y a énormément de scénarios qui viendront compléter. Vous avez besoin de ressources temporaires, vous avez besoin de Deventes, vous avez besoin de stockage complémentaire à des coûts intéressants. Vous voulez mettre en place une nouvelle application qui gère la mobilité, vous avez besoin d'un back-end pour faire du push et l'authentification. Il y a énormément de scénarios, notamment autour du cloud hybride, qui vont pouvoir rapidement permettre de répondre à ces enjeux.